Rose crosses over the fadeaway. Let me step back and kiss myself. Oh my gosh, it's over. Oh, does anybody know how to post videos to Facebook? Oh my goodness, www.myface.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, une nouvelle fois ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous l'écho des parquets, exceptionnellement aujourd'hui un lundi, bah oui, lundi de Pâques oblige, donc l'écho des parquets toujours en association avec basket-info.com bien sûr, donc aujourd'hui, pendant que certains sont sur les routes, n'est-ce pas, sur les routes du retour, après un week-end chargé en chocolat, ou peut-être que d'autres sont encore en train de chercher les œufs dans le jardin, qui sait. Nous, on va parler NBA avec vous aujourd'hui. Et pour parler NBA, j'ai deux compères avec moi qui sont Guillaume. Salut Guillaume. Salut à tous. Ça va Guillaume? Ça va très bien et toi? Pas trop mal à l'estomac? Non, ça va. Ça, j'ai digéré. C'est donc Guillaume que vous retrouvez sur Basket Info pour les vintage analyses, pour les brainstorming, pour les tout ce que vous voulez. C'est lui qui s'occupe de ça. Donc avec moi aussi Nico. Ça va Nico? Ça va, ouais, les playoffs commencent à sentir bon là, donc c'est intéressant. Hein. Impeccable, et donc toi aussi t'as été chercher tes petits œufs, tout ça? Non, enfin j'avais des œufs, ils étaient en cuir orange et puis je les ai mis tous dans le même panier. Bien joué, celle-là on la garde, c'est parfait. Nico que vous retrouvez sur Basket Info aussi, lui pour la touche Steel Ballin, et que vous pourrez retrouver aussi sur unlimitednba.blogspot.com. Donc les gars, aujourd'hui je vous fais un petit topo, on va parler de la question des auditeurs, on va répondre aux questions qu'on a reçues. Et puis au lieu de faire un petit focus aujourd'hui, une petite nouveauté, c'est qu'on va avoir un invité avec nous, et cet invité, donc je vous le donne dans le mille, il est All-Star, il joue pour les Bulls, et j'espère que bien sûr vous aurez reconnu Benjamin Chevillon et non pas Joachim Noah, bien sûr. Les gars, vous êtes pas plantés, hein? Non, mais on devait choisir, vous avez pas préparé les questions pour Joachim Noah. J'ai préparé les mauvaises questions alors. Ouais, mais non, c'est pas encore. Donc Benjamin Chevillon sera avec nous tout à l'heure, ça va être super, on va pouvoir apprendre pas mal de trucs sur son sport, sur le basket en wheelchair. Et donc voilà, on est très heureux de l'accueillir tout à l'heure. Donc après ça, bien sûr, le quiz comme d'habitude. Et puis la petite nouveauté aussi aujourd'hui, encore une autre nouveauté, c'est qu'on va pouvoir vous faire gagner une casquette NBA. Donc on va vous la faire gagner tout à l'heure, juste avec une petite question qu'on vous posera en milieu d'émission. Dès que vous entendrez ce petit jingle, eh ben vous aurez la possibilité d'aller directement sur vos boîtes mail et d'envoyer votre réponse. De toute façon tout sera indiqué sur l'article, donc vous enverrez vos réponses à question soit sur le petit formulaire, soit sur question basketinfo@gmail.com, et puis l'occasion pour vous de gagner une casquette NBA aux couleurs de votre choix, et ça c'est pas négligeable. C'est un super cadeau. Voilà, non mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir choisir, parce que forcément si vous êtes fan du 8 et que vous recevez une casquette des Celtics, c'est un peu embêtant pour vous, mais bon voilà, on s'est arrangé. Donc alors, bon, si vous êtes prêts les gars, on va pouvoir y aller. Ouais, c'est parti. Vous êtes prêts? Bon alors c'est parti, jingle. Et c'est parti tout de suite avec donc la question des auditeurs. C'est parti. Donc messieurs, cette semaine, on a reçu pas mal de questions sur le site, sur l'article justement. Posez vos questions. Donc on commence tout de suite avec KD Fan qui a laissé un commentaire pour savoir donc si les Lakers se qualifieront en play-off. Bon, pour l'instant, on sait pas trop. Si les Lakers se qualifieront en play-off et éventuellement s'ils seront un gros danger au premier tour. Alors les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors un danger au premier tour, oui, je pense que ce sera sûrement la plus mauvaise équipe. Parmi les équipes les plus mauvaises, l'équipe la plus dangereuse. Ils ont été vraiment très mauvais par rapport à leur équipe sur le papier, mais ça n'empêche pas que le talent est toujours là, les MVP et les All-Stars sont toujours là. Donc sur une série, on sait jamais. Je serais pas étonné de les voir d'un coup trouver un peu une solution, même temporaire, et poser beaucoup de problèmes à n'importe quelle équipe. Bon, on imagine qu'au premier tour, ça sera les Spurs, a priori. A priori, c'est pas dit. Ouais, a priori. Bon, si c'est les Spurs ou même OKC, effectivement, là, ça peut être c'est un gros morceau quand même pour les Lakers de cette année, non? Oui, je pense après que San Antonio, Oklahoma City ou n'importe qui autre préférait quand même prendre quelqu'un d'autre que les Lakers dans tous les cas. Ouais, ok. Guillaume. Ouais, pour le coup, je suis pas d'accord avec Nico. Je pense pas justement que cette équipe soit capable d'aller chercher San Antonio ou Oklahoma, mais
a priori ce sera San Antonio. Je pense pas vraiment. Je pense qu'elle a pas assez de certitude. Toute l'année ils ont galéré. On a eu les problèmes avec Dwight Howard, avec Pau Gasol. Le fond de jeu est quand même assez mauvais, il faut le dire. Pour le coup, est-ce qu'ils vont accrocher la place en playoff? Je ne sais pas, mais si c'est pas le cas, je dirais que ce serait presque un soulagement. Le plus tôt cette saison finit, le plus tôt on l'oublie, et le plus tôt on passe à autre chose. Après bon, faire les playoffs ça serait quand même bien, mais je pense pas que ce soit un drame. On va pas, cette qualification en playoff, cette 8e place, restera assez médiocre et ça va pas sauver la saison. Bon, ok, quoi qu'il arrive, de toute façon, les playoffs, même s'ils atteignent les playoffs, ce sera pas une fin en soi, forcément. C'est ce que je pense. Ouais. Ce sera pas une fin en soi. Après, je pense quand même que, justement, ça sera peut-être le début d'une seconde saison pour les Lakers s'ils arrivent en playoff, avec un contexte différent, une ambition différente, et beaucoup de joueurs qui connaissent cette atmosphère-là et qui savent la maîtriser. Donc, je serais pas étonné qu'au contraire, ce contexte particulier leur permettre de jouer différemment de ce qu'ils ont fait pendant toute la saison. Oui, c'est pas faux. Mais là où je mettrais un bémol sur ce que tu viens de dire, c'est que donc tu dis que ça peut servir de base pour la saison à venir. Le bémol, c'est que c'est pas ça que tu dis. Pas du tout. Que en eux-mêmes, les playoffs seraient comme un nouveau départ pour les. Ah d'accord. Avec le 0. Oui. C'est pas le même contexte. Il y a pas du tout le même. L'intérêt n'est plus le même. Là, c'est vraiment se battre, jouer le match après match pour le match. Et tout ce qui est de la médiatisation qu'il y a autour, ça va être mis de côté. Tout ce qui va compter vraiment, c'est gagner, c'est se battre. Et avec des joueurs qui aiment ça, hein, Kobe Bryant, Steve Nash, tout ça, ce sont un peu dans ces périodes-là qu'ils ont toujours été à la hauteur de leur réputation. Donc je serais pas étonné que justement tout pour reprendre à zéro et qu'on reparte sur l'équipe qu'ils ont sur le papier en fait. Oui, alors après le problème c'est que cette équipe est branchée en courant alternatif. Donc autant comme tu dis, il va y avoir un sursaut d'orgueil en playoff sur 4 ou 5 matchs, ou autant ça va rien donner du tout et ils vont se faire éliminer comme on l'attend quoi. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que les Lakers c'est l'équipe qui peut être à la fois la meilleure et à la fois la pire, toute équipe confondue. Ok. La plus imprévisible. Donc on suppose quand même que ça va être assez compliqué pour les Lakers cette année de faire un carton en playoff quand même. Oui, mais après, je maintiens l'idée que San Antonio, Oklahoma City ou n'importe quelle équipe qui les rencontrera seront pas forcément très enchantés de les rencontrer justement. Bon, très bien. On verra ça. On va suivre ça de près. Déjà, encore faut-il, parce qu'à l'heure actuelle, c'est toujours Utah qui est devant. Donc encore faut-il que les Lakers obtiennent cette 8e place, hein, n'est-ce pas? Donc on verra ça. Deuxième question. Donc toujours pareil sur l'article Basket Info. Melomer. Un focus sur J.R. Smith. Est-ce que New York peut faire quelque chose en playoff? Alors notre ami J.R. Smith est-il le leader là en ce moment déjà à l'heure actuelle? De fait, oui. Vas-y Guillaume. Non, je voulais te dire le leader, je sais pas. Ça reste quand même Carmelo Anthony qui reste le boss de la franchise. En revanche, je qualifierais pas de leader, mais plutôt de facteur X. C'est-à-dire que tu sais ce que tu vas voir de Carmelo Anthony, tu sais qu'il va te mettre 20-30 points, qu'il va avoir souvent des pourcentages dégueulasses. Mais le facteur X, ce qui va faire pencher un match d'un côté ou de l'autre, ça va être J.R. Smith. Et comme on a vu dernièrement, ils ont quand même il a enchaîné trois performances à plus de 30 points je crois. Ouais, ils ont fait tomber ils ont même martyrisé la défense de Memphis qui est une des deux meilleures en NBA. Hier soir ils ont encore fait une démonstration face à Boston. Je sais pas franchement, j'ai des doutes sur New York, mais je te dis sur les 2 ou 3 derniers matchs, j'ai revu un peu plus d'action collective, donc on sait pas. Si ça peut continuer comme ça, oui, sinon attention à l'élimination précoce. D'accord. Nico, toi, vas-y, dis-nous un mot là-dessus. Oui, J.R. Smith, c'est un joueur très intéressant quand il joue comme ça. Le problème, c'est qu'il joue pas tout le temps comme ça. C'est un peu une pièce jetée en l'air qui des fois tombe du bon côté, mais d'autres fois elle tombe pas du bon côté. Et là, je pense que plus que lui, la clé pour New York, ce sera la défense. Et ce qui sera intéressant de voir, ce sera un petit peu si Tyson Chandler arrive à se remettre de sa blessure suffisamment tôt pour les playoffs et justement pour le moment ça comptera en playoffs. Je pense que c'est plus en défense que la question. Alors justement avec cette raquette là, Chandler Martin, est-ce que clairement on va dire la question c'était est-ce que les Knicks vont pouvoir sortir en finale de conférence, voire en finale NBA? Est-ce que la question c'est ça? Est-ce que au complet cette équipe va viser?
je sais pas si Kenyon Martin va être l'élément qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Enfin, c'est quand même, ça reste un. Malgré le fait qu'il soit quand même très bien revenu ces derniers temps. Oui, mais ça reste un vétéran qui te fait le sale boulot, mais c'est pas lui qui va te faire tomber Miami, quoi. Pour faire tomber Miami, puisque c'est apparemment de ça que tu veux qu'on parle pour les finales de conférence, etc. Il faut appuyer là où ça fait mal à Miami, c'est-à-dire la raquette. Et autant Tyson Chandler que Kenyon Martin ne sont pas des de vraies menaces offensives dans la raquette. Mais déjà avant ça, est-ce que vous les voyez passer Indiana déjà avant? Non. Enfin, personnellement, non. Après, c'est assez subjectif, parce que effectivement, New York est une équipe assez imprévisible, elle aussi. Et du coup, je pense qu'effectivement, sur un match ou deux, ils peuvent dominer une équipe comme Indiana. Mais sur la longueur, Indiana est quand même plus solide grâce à sa défense qui est constante. Donc, j'ai du mal à voir New York les passer. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu dis. Est-ce que sur une série justement, les Knicks peuvent pas faire des gros cartons, des matchs avec un écart de 20 ou 30 points, mais finalement perdre la série? Est-ce que c'est pas ça le vrai truc des Knicks? 20 ou 30 points, ça je sais pas, mais c'est non, mais en playoff, je relativise, je dis ça, mais oui, c'était pour marquer l'écart. Je vois qu'ils alternent assez entre moments assez excitants et flamboyants et moments beaucoup plus tristes à voir. Et en playoff, je pense que ça pardonnera pas. Ouais, alors, Guillaume. Excuse-moi. Ouais. Tu voulais dire? Non, c'est comme tu dis, bon, a priori, ça va être la demi-finale de conférence, ça va être entre New York et Indiana, puisque Miami va rester devant. Je pense pas que New York puisse battre Indiana pour la simple et bonne raison que New York n'a pas assez de certitude offensive. C'est-à-dire que défensivement, ça tient à la baraque, mais offensivement, c'est comme Lakers en fait, c'est courant alternatif. Je te disais que dernièrement, ça jouait un peu mieux niveau collectif. Mais ces derniers mois, c'était beaucoup trop d'isolation, beaucoup trop Melo qui arrosait. Et dans le même temps, t'as Indiana qui est la meilleure défense de la ligue. Alors moi, je me dis que je sais pas. Après, c'est difficile. Ils peuvent flamber sur un match, mais je les vois pas flamber sur une série. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, on voit pas forcément New York aller au-delà de demi et vraiment éventuellement finale de conférence dans des bons moments, mais. Après, c'est ce qu'on disait aussi pour Oklahoma, Memphis la semaine dernière. New York a quand même l'avantage d'avoir Carmelo Anthony et aussi J.R. Smith en certain sens. C'est-à-dire un joueur qui peut flamber, c'est ce que Indiana n'a pas. Donc, ça peut aussi compter en playoff, ça. D'accord. Un joueur qui peut renverser un match à lui tout seul, quoi. Voilà, c'est peut-être ce qui manque à Indiana. Pour l'instant, oui. C'est une des choses qui manque à Indiana. Ok. Bon. C'est la seule même. Non, voilà. Donc pour répondre à cette question, Melomer, New York, bon, peut-être pas cette année, mais il y a un potentiel, mais peut-être pas encore cette année. 100% NBA nous demande que pensez-vous de la performance d'Evan Fournier contre Brooklyn? On rappelle les 19 points. Peut-il prendre plus d'importance chez les Nuggets dès la saison prochaine? Bon messieurs, la saison prochaine, Evan Fournier, est-ce que ça va décoller ou est-ce qu'on sera encore dans une période d'adaptation Alors déjà, je pense que ça dépendra beaucoup de la configuration de l'effectif des Nuggets, parce que c'est un effectif actuellement très dense, avec beaucoup de profondeur. Mais l'année prochaine, c'est pas dit qu'ils arrivent à conserver ou qu'ils veuillent conserver André Iguodala. Donc déjà, ça ouvrira une brèche. On verra aussi ce que devient André Miller, qui malgré son niveau de jeu plutôt bon, fait quand même son âge, mine de rien. Donc et peut-être aussi que la franchise des Nuggets voudra un peu jouer de la jeunesse avec lui. Donc il y aura peut-être des ouvertures. Lui-même a montré que sur quelques minutes, quelques séquences, il avait le niveau pour au moins rentrer dans la rotation et peut-être un peu plus. Donc à partir de là, il y a les circonstances ont l'air réunies. Après, la NBA est souvent une histoire de rendez-vous manqués ou justement réussi. Là, c'est ce qu'on aura l'occasion de voir. D'accord. Bon. Ouais, j'ai pas envie qu'on se focalise trop sur cette performance à 19 points parce que n'importe qui entre guillemets peut réaliser un gros match. Par contre, là où je suis confiant, c'est que George Karl a déjà répété plusieurs fois qu'il comptait sur lui et que même si pour le moment il n'arrivait pas à lui trouver une place dans la rotation qui est déjà très dense, il avait confiance en lui pour lui trouver justement une plus grande place avec le temps. Et en plus, dernièrement, je sais pas si vous avez vu, il a déclaré que Evan Fournier pourrait devenir un très bon meneur remplaçant, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, ce que tu disais aussi, Nico, avec l'âge d'André Miller et aussi le fait que cette équipe de Denver joue beaucoup sur la jeunesse et l'explosivité. Pour cette année, je pense que la rotation est déjà établie,
mais dans le futur, oui, surtout que Iguodala risque de partir, donc il peut y avoir un changement. Ouais, on peut imaginer d'ailleurs que même pendant ces playoffs, il va pas énormément toucher le ballon, je pense. Non, en général, les anciens préfèrent donner leur confiance aux joueurs qui ont joué toute l'année et ceux qui sont un peu plus vieux aussi. Mais l'intérêt de cette performance assez exceptionnelle, c'est que Fournier a posé son nom sur la carte NBA. Maintenant, son nom est connu, les gens savent que ce qu'il peut faire et qu'a priori il a le niveau de la NBA. Donc, que ce soit Denver ou ailleurs, là, je pense que cette performance l'a installé à NBA. Peut-être pour casser le banc définitivement ou pas, mais pour l'instant, il a au moins son nom. Ce sera pas un joueur qui fera des allers-retours entre la NBA et la D-League et je sais pas quoi. Là, il a un nom et que ce soit Denver ou ailleurs, il aura a priori au moins 2 ou 3 chances de s'imposer. Ok, bon bah en tout cas D'ailleurs, pour parler vite fait justement, on parlait d'Evan Fournier avec cette performance. Moi, un petit jeune français qui va avoir peut-être un peu plus de temps en playoff, ça va être Nando De Colo, je pense. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Nico, mais je pense qu'il est quand même plus installé qu'Evan Fournier dans la rotation des Spurs en comparaison. Ouais. Après, faudra vraiment voir comment lui gère le contexte playoff aussi. Sur le moment, je pense que Popovic va peut-être le mettre un peu dans le bain pendant le premier tour, voir un peu ce qui rend, et en fonction de ça, prendre sa décision s'il va compter sur lui beaucoup plus souvent ou pas. Ça va être vraiment une histoire d'opportunité à saisir ou pas pour De Colo, je pense. Bon, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas pour les deux Français, moi j'imagine fortement que le temps sera vraiment très 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 réduit. Hein. J'imagine plutôt des 2-3 minutes, voire même des DNP pour peut-être pour Evan Fournier, à mon avis. Hein. Oui, on se souvient d'ailleurs Rodrigue Bebois qui en 2010 avait souffert de ça en playoff. Exactement. Bon, bah en tout cas, on verra ça, on suivra. De toute façon, on suivra Evan Fournier, bien sûr. On peut noter que la performance était très belle contre Brooklyn. Maintenant, à voir, mais ça sera pas toujours cette année, ça c'est quasi sûr et certain. Bon, ensuite, on va passer aux dernières questions. Dernière question de MTD, pareil toujours sur l'article. Un pronostic, qui va terminer 3e à l'Ouest? Bon, alors là, je vous demande ça rapidement. Donnez-moi juste un pronostic. Ouais. Moi, c'est Denver. Alors 3e bien sûr, hein, ça va se jouer entre les Clippers, les Grizzlies et les Nuggets. Donc actuellement c'est les Nuggets qui sont 3e. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, actuellement donc c'est Denver, mais ça peut encore changer puisqu'ils sont juste un match devant les Clippers et Memphis. En sachant que ce sera l'équipe qui va rencontrer Oklahoma, je pense que celle qui peut donner le plus de fil à retordre à Oklahoma, ce sera Memphis. Ouais. Moi je vote pour Denver, hein, parce que je pense que c'est la plus constante. Celle qui a la plus grande puissance de feu aussi par rapport aux Clippers et à Memphis. Donc je miserai sur eux. Après, bon, c'est à eux de me dire si j'aurais raison ou pas. Ok, bon, voilà. Moi, je mise aussi une petite pièce sur les Nuggets. Mais bon, là, c'est vraiment tout. Les paris sont ouverts parce que c'est vraiment très, 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 très collé. Et puis, on va finir la dernière question, toujours de MTD. Comment limiter le tanking en NBA? Est-ce que vous avez des idées? Alors ça, on va en parler rapidement puisque ça sera l'objet d'un futur focus dans l'émission. Donc, on va passer rapidement là-dessus. Les gars, le tanking en NBA, bon, déjà, voilà. Est-ce que vous avez quelques idées pour limiter ça? Alors déjà, il faut dire que le tanking, c'est mal. Voilà, c'est pas bien. Donc on rappelle que le tanking, perdre volontairement pour essayer de récupérer des bons choix de draft. Oui, parce que c'est le système qui veut ça un peu. C'est le système qui veut compenser un peu les difficultés de certaines équipes en leur offrant la possibilité l'année d'après de récupérer les meilleurs espoirs. Voilà. Donc c'est tout plein de bonnes intentions, mais le problème c'est comme la plupart des choses, ça a été un peu perverti. Et du coup, il y a des équipes qui forcent leur défaite pour justement avoir le plus de chances d'obtenir le premier choix de draft ou au moins un très bon choix de draft, parce que même la plus mauvaise équipe de la saison, elle est assurée de faire au pire 4e, ce qui reste un très très bon choix. Donc il y a vraiment de bonnes raisons de tanker. Hein. Ah oui, là effectivement, ça donne des bons arguments pour tanker. Donc après, il y a du coup personne n'aime ça, et puis c'est vraiment à l'encontre de l'intérêt de la ligue. Hein. Puis c'est pas beau à voir pour les fans aussi, hein, les saisons sont très longues. Puis ça peut aussi un peu fausser les playoffs, hein, mine de rien. Si l'équipe qui se bat pour les playoffs et qui rencontre une équipe qui ne joue plus rien du tout et qui justement fait exprès de perdre, elle va peut-être réussir à se qualifier grâce à ça entre guillemets. Donc ça c'est vraiment ça fausse un peu la fin de saison et c'est vraiment dommage. C'est pour ça qu'il y a quelques idées qui traînent un peu pour justement trouver un autre système qui permet d'éviter ça. Il y a l'idée de mettre un tournoi de fin entre les équipes non qualifiées en playoff pour justement faire que ces premiers choix soient une récompense à l'équipe qui aurait été la vainqueur de ce tournoi. Alors c'est assez intéressant parce que ça remet le mérite au centre de la question.
ça l'est un peu moins dans le sens où ça peut creuser vraiment des fossés entre les mauvaises équipes et les bonnes équipes. Et puis c'est plus vraiment la plus mauvaise équipe qui reçoit le choix du coup. Non, bah justement non. Et du coup, je veux dire, une très mauvaise équipe risque de l'être définitivement. Et ça, la NBA ne veut pas, et puis les propriétaires ne voudront jamais ça. C'est pour ça que moi je suis plus enclin à un autre système qui serait que au lieu de limiter la loterie juste aux 3 premiers choix de draft, de la faire de la 1 à 14, donc pour tous ceux qui sont pas qualifiés pour playoff, Voilà. et que toutes ces équipes non qualifiées aient exactement le même nombre de chances d'obtenir le premier ou un deuxième ou un troisième choix de draft. Du coup, ce serait un hasard total, mais et du coup que ce qu'on soit complètement dernier ou aux portes des playoffs, ça changerait rien. Du coup, pendant ce temps-là où les équipes seraient pas qualifiées pour les playoffs et auraient rien à espérer, pourraient au moins chercher à travailler pour justement commencer à construire une équipe qui, en plus d'avoir construit des automatismes, pourra recevoir potentiellement un très bon joueur. D'accord. Ouais. Tu vois, Guillaume, pour le coup, je suis vraiment pas d'accord. Je trouve que le tanking, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie de l'NBA. Il y a pas de bonne solution, il y a pas de solution miracle, tout simplement parce que ça existe pas. Il y a aucun moyen de le limiter. Tu veux faire un tournoi pour continuer la compétitivité, ça sera pas vraiment la pire équipe qui va avoir le premier choix. Il y a pas de solution. Et puis moi je me dis ça fait partie de l'histoire, c'est comme ça. Je me souviens historiquement Houston a tanké son effectif pour avoir Hakeem Olajuwon. Bon, qui va s'en plaindre maintenant? Surtout que Chicago avec le 3e choix a eu Michael Jordan. On aura l'occasion d'en reparler si on va faire un focus, mais également je pense que sur les dernières années, je crois que la dernière plus mauvaise équipe à avoir eu le premier choix c'était Orlando en 2004 si je me trompe pas. Donc comme quoi ça, je te dis, moi je suis pas contre le tanking. En plus si ça peut permettre de faire jouer des jeunes joueurs ou quoi, ça fait partie du truc quoi. bon, bah écoutez, en tout cas, moi personnellement, je suis contre le tanking, juste déjà par respect pour les fans déjà. Bon, ça c'est une autre histoire, mais je pense que des gens qui achètent leur place pour aller voir leur équipe perdre, c'est pas sensationnel quoi. Après les équipes ne perdent pas tout le temps, tu sais. Non, mais bon, il y a quand même de grandes chances quoi. Oui, c'est vrai. Mais par exemple, je pense à Phoenix. Dernièrement, ils ont pas fait que perdre, alors qu'ils ont quand même tanké leur effectif entre guillemets. Bon, bah en tout cas, ça sera l'objet d'un futur débat, donc on aura l'occasion de revenir dessus. Mais c'est pour répondre à cette question, c'est vraiment un sujet trop long pour pouvoir répondre comme ça rapidement. Mais on fera le focus, pas de problème. Donc, on a fini avec la question des auditeurs. On va arrêter là parce que le temps passe et que on va recevoir tout de suite Benjamin. Donc on se dit à tout de suite. Rose crosses over the fadeaway. Et voilà, c'est parti, on est de retour tout de suite avec Benjamin. Donc on vous l'avait annoncé tout à l'heure, Benjamin Chevillon qui est avec nous. Salut Benjamin. Salut à tous. Bonjour. Ça va Benjamin, nickel? Oui, ça va. Ah, ok. On va tout expliquer déjà aux auditeurs. Faut dire qu'on s'est déjà eu une fois. On s'est déjà eu hier. Oui, c'est vrai. Et par un malencontreux petit souci technique, tu es encore avec nous aujourd'hui et c'est vraiment très gentil de ta part et je tenais à le signaler aux auditeurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du parcours de Benjamin, qui vous le savez actuellement est chez les Bulls de Chicago en NWBA, en wheelchair. On est très 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 heureux de l'avoir avec nous et puis tout de suite, on va revenir un petit peu sur son parcours. Voilà. Donc Benjamin, si t'es prêt, on est parti. Ouais, pas de souci. Alors, donc Benjamin, tout d'abord, on va revenir rapidement sur ton parcours, sur tes débuts. Je crois savoir que tu as commencé en 2005. Exactement, c'est ça. Exactement, après avoir commencé dans la musique, c'est ça. Voilà, c'est ça. Petite période de musique et du coup j'ai commencé le basket en 2005 à mon entrée au lycée. Ok, et donc tu as commencé à la JDA Dijon, c'est ça? C'est ça, absolument. La JDA Dijon qui avait une section basket fauteuil. Et je cherchais un sport, alors plutôt le tennis ou le handball. Et il n'y avait pas cette section-là à Dijon. Et ma mère m'a dit que la JDA Basket Fauteuil s'entraînait à 100 mètres de chez nous. Et que je pense que si je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, j'étais le bienvenu à un de leurs entraînements. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé voir et j'ai pris le virus tout de suite. Ils m'ont fait monter dans un fauteuil et j'ai pu quitter le basket fauteuil depuis ce fameux janvier 2005. Voilà, Donc c'est presque par hasard que tu t'es intéressé au basket au départ. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai que c'est presque un hasard et peut-être concours que de circonstances, quoi. Ouais, voilà, peut-être que comme dirait l'autre, tout est écrit. Le destin est écrit et au final,
Voilà, j'ai pas du tout quitté le basket et le basket fait partie intégrante maintenant de ma vie. Je peux pas fonder ou avoir un projet sans penser au basket fauteuil à côté. Et donc la mayonnaise a tout de suite pris pour toi, t'as tout de suite accroché sur le basket et Ouais. c'est parti direct quoi. Ouais, carrément, mais je pense aussi parce que j'ai été très vite, très bien intégré et très bien pris en charge à la JDA. D'accord. On était deux nouveaux à vouloir commencer le basket fauteuil. Et il y a déjà en premier lieu pendant 3 mois un joueur de l'équipe 1 qui nous a vraiment fait découvrir les bases du basket. Et après, moi personnellement, tous les vendredis, j'avais l'entraîneuse adjointe de l'équipe 1 qui s'occupait de moi. Elle s'appelle Isabelle Hilt. Et elle m'a vraiment appris toutes les bases du basket fauteuil, donc à savoir faire un écran, faire un bloc, commencer à faire des bonnes passes, avoir une bonne vision sur les bons réflexes sur le terrain, un bon maniement de fauteuil, enfin vraiment les bonnes bases du basket fauteuil pour que ensuite quand j'ai intégré les entraînements avec l'équipe 1, je ne sois pas vraiment perdu sur le terrain. D'accord. Ça a été assez rapide d'apprendre toutes ces bases là parce que ça fait beaucoup de choses à apprendre d'un coup. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de choses. C'est vrai que pour quelqu'un surtout qui n'avait jamais Voilà. manié de ballon, c'est surtout ça. Et ça a pris à peu près 6 mois, voire un peu plus même, allez 9 mois, parce que du coup j'ai intégré les entraînements à peu près en août, septembre 2005. Donc voilà, tous les vendredis je faisais ça mais moi j'adorais parce que du coup tu voyais les autres s'entraîner à côté qui eux étaient pour moi qui étaient super forts. Donc en plus à l'époque dans l'équipe il y avait 2 internationaux français donc c'était pour moi le Graal et je pense que ça a été très bénéfique pour moi et je pense pour Isabelle ça a été super sympa de m'apprendre les bases et puis de voir son petit protégé évoluer au fil des saisons donc c'est cool, tant mieux. D'accord. Donc après tout de suite t'es resté combien de temps à la JDA alors? Alors je suis resté jusqu'en 2009 donc jusqu'à la saison 2008-2009. D'accord. Là c'était le championnat du monde cette année et du coup je suis allé au Lille Université Club. Ouais, et donc entre-temps en 2007 t'as porté la cape tricolore. Ouais, à partir de 2007 voilà, ouais. j'ai commencé à intégrer le club France et en 2008-2009 j'ai fait le championnat d'Europe à Adana en Turquie en 2008 et en 2009 le championnat du monde à Paris en tant que capitaine de l'équipe de France Espoir. Exactement. Et donc en tricolore, ça s'est vraiment bien passé l'intégration, tout ça? Oui, carrément. Après, tu vois, t'es dans la même équipe t'es dans une équipe où tout le monde a plus ou moins le même âge. Il peut y avoir maximum 5 ans d'écart, mais c'est vrai que ça se passe très bien. On était tous des potes et j'ai même encore des relations avec certains. Donc vraiment, c'était vraiment des bonnes expériences, que ce soit sportives et personnelles. Donc là-dessus, aucun regret, forcément, aucun regret. Et alors même par rapport à les résultats sportifs, j'ai cru comprendre que ça avait pas, c'était en pleine période de transition. Ouais, voilà, ça a été un peu compliqué. C'était un peu le renouvellement générationnel. Donc, mais au final, on a fait, au championnat d'Europe, on a fait dernier, et au championnat du monde, on a terminé 10e sur 12. Mais bon, voilà, après c'est de l'expérience, ça fait quand même de l'expérience. On a découvert le niveau international. C'est vraiment. Voilà, justement, le niveau international, est-ce que ça a été vraiment une grosse différence physique ou est-ce que c'est là que tu as vu beaucoup d'autres joueurs vraiment bien costauds, bien. C'est là déjà que tu vois que les autres pays sont aussi très forts en termes de formation. Donc des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, ou après au niveau mondial, l'Australie et le Canada et les États-Unis. Et même le Japon ont une très très bonne équipe. Quel pays t'as justement impressionné de par sa structure et de par son équipe quel pays a été vraiment le plus abouti en termes de basket fauteuil? On a été bluffé par les Américains. Je pense que tout le monde est bluffé par les Américains. Ouais. Mais après du coup c'est plus ou moins une surprise parce que tu sais que c'est le pays du basket. Donc voilà, tu te dis ils vont avoir une équipe de tueurs et oui ils avaient une équipe de tueurs. Après l'autre surprise c'est l'Australie. Qui est vraiment un très très bon pays en termes de basket fauteuil. Leur équipe masculine est souvent dans les premières places mondiales. C'est un peu le trio avec le Canada, les États-Unis et l'Australie qui se disputent souvent les demi-finales, finales. Donc l'Australie m'avait impressionné. Justement, est-ce que tu saurais expliquer un peu ça? Est-ce que par exemple, est-ce que c'est dû à une meilleure structure du fauteuil basket dans ces pays-là, le fait qu'ils soient souvent dans les carrés finaux ou voilà. Après c'est aussi dû à des meilleures structures en termes de formation. Voilà.
Je pense que ces pays-là ont vite compris comment fallait aborder le problème entre guillemets. Le Canada profite des universités américaines. Ouais. C'est aussi pour ça qu'ils ont vraiment une bonne équipe basket fauteuil. Parce qu'on a beaucoup de Canadiens qui viennent en université américaine. Après les Australiens, ça doit être aussi un peu pareil vu qu'ils parlent anglais. Du coup, c'est aussi facile pour eux d'intégrer les universités américaines. Mais en Australie, leur programme de formation est très très bon. Après, la France est en train de changer. Ils ont créé il y a 2 ans le centre fédéral à Talence. Donc c'est vraiment le pôle de formation basket fauteuil où là ils ont une équipe de jeunes entre 15 et 23 ans qui s'entraînent tous les jours et qui ont pas mal de matchs dans l'année et l'initiative est très très bonne et je pense que c'est très bon pour l'avenir. Il fallait faire ça. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est en train d'évoluer vraiment En France, c'est en train d'évoluer. Ouais. Voilà, c'est vrai que le pôle sport en est la preuve vivante et tant mieux. Il fallait cette initiative. Après, pour avoir plus de compétitivité, c'est sûr qu'on aimerait bien avoir dans chaque université ou dans chaque CREPS une équipe basket fauteuil. Mais je pense que par la suite, ça va évoluer dans le bon sens. De toute façon, ça peut évoluer que dans le bon sens. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite toujours. Voilà, ouais, c'est ce qu'on souhaite. Et, petit à petit, c'est étape par étape, les avancées sont là. Donc là, le pôle de formation est déjà là. Ils ont une douzaine, quinzaine de jeunes qui s'entraînent tous les jours. Donc c'est déjà bien pour l'avenir de l'équipe de France. Très bien. À ce niveau-là. Messieurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein, les gars. Je sais Ouais, que non, tu nous as parlé de l'expérience américaine, là. Toi-même, tu y as été à Alabama, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, en 2008, j'ai fait juste avant le championnat d'Europe, j'ai fait une semaine de test à l'université de l'Alabama, qui ont un très bon programme basket fauteuil. Ils sont d'ailleurs champions universitaires 2013. Là, ils ont gagné le titre il y a 2 semaines. Et c'est une des meilleures universités américaines en termes de sport. Donc déjà en termes de foot, c'est des tueurs et ils ont un programme sportif très fort. Et du coup, cette semaine de test était très très bien passée. J'avais été accepté dans l'équipe, mais le seul souci a été au niveau de la bourse scolaire. À l'époque, c'était la crise financière et l'État de l'Alabama a coupé toutes les bourses pour les étudiants étrangers qui souhaitaient venir étudier en Alabama. Justement, on reparlera un petit peu de ça tout à l'heure, du côté financier de tout ça. Mais du coup, donc l'intégration là-bas physique, ça a été ou c'était vraiment changement complètement? C'était le changement, ouais, parce que du coup c'était après, comme j'étais habitué avec les entraînements de l'équipe de France. Enfin, je connaissais déjà, je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Mais ce qui m'avait surpris, c'était la rapidité des entraînements, beaucoup de communication entre les joueurs sur le terrain et les explications vraiment du coach tout le temps. Donc c'était vraiment, déjà bénéfique pour moi. Et voilà, faut le prendre en tant qu'expérience. Et ça a été une très très bonne expérience sportive et personnelle. Du coup, tu vois, encore une fois, tu parles anglais pendant une semaine. Donc au final, ton niveau d'anglais augmente aussi un petit peu pendant cette semaine. Et puis ton niveau sportif aussi. On avait 2 entraînements par jour. Donc forcément, voilà, le coach m'avait donné beaucoup de conseils. Donc j'étais reparti. À la fois, j'avais pas encore la décision, donc j'étais parti heureux, forcément. Ouais, forcément. J'avais pas encore la décision de l'État d'Alabama, mais je l'ai eu 15 jours après. Juste avant de partir pour le championnat d'Europe. D'accord. Est-ce que c'est cette expérience qui t'a fait dire j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire ma vie dans le basket fauteuil ou... Ouais, voilà. Après, c'est vrai que tu vois, en France, c'est un peu compliqué de faire sa vie dans le basket fauteuil vu que c'est amateur, vraiment. Enfin, on n'est pas reconnu en tant que sportif professionnel. Donc du coup, après, tu dois aussi te poser un peu les bonnes questions. Forcément, il a fallu faire un projet professionnel à côté, mais le basket fauteuil n'a jamais disparu de ma vie. Je l'avais certes mis de côté, mais au final, je jouais toujours au basket fauteuil. Bon tu vois, après, c'est sûr, à Cambrai, j'ai joué en 4e division, mais on avait comme une bonne équipe. On est monté en 3e division. Donc au final, voilà, tu arrives à te faire plaisir quand même. Et puis avec le projet professionnel, de toute façon, tu peux pas non plus prendre pleine part à ta passion sportive. Donc c'est pour ça que les Bulls. Après, quand on regarde aux Bulls, c'est pareil. Je suis pas spécialement payé. Bon, ça, on y reviendra, mais bon, ça c'était les Bulls, donc on peut pas trop le refuser. Bon, alors justement, on va avancer un petit peu chronologiquement. Donc après tout ça, on va passer tout de suite au gros du gros. Donc tu parles sur Facebook comme ça un soir par mail au coach que tu connaissais déjà.
Voilà, ouais, que je l'avais déjà rencontré Voilà. justement au championnat du monde à Au Paris. championnat du monde, ouais. Et donc tu lui parles et concrètement lui il te propose une place comme ça. C'était Voilà, en mars oui. 2012. Voilà, il me propose déjà de faire un test, ce qui est déjà une première étape dans le recrutement. Donc il me propose, donc il me glisse que les Wheelchair Bulls vont monter en Championship la saison prochaine, enfin la saison 2012-2013. Donc Championship qui est la division NBA fauteuil. Et du coup qui recherchait des postes 1 et 2 pour cette saison-là. Donc comme il connaissait un petit peu mon profil, il souhaitait me revoir et il me proposait une semaine de test. Alors, c'est intéressant, tu peux expliquer aux auditeurs est-ce qu'il y a aussi comme NBA un système de draft où là vraiment ils ont été te chercher à partir de rien ou t'as été drafté, comment ça se passe? Ben, après il y a pas ce système de draft parce qu'il n'y a pas non plus un énorme vivier, il y a un vivier de joueurs mais c'est pas aussi bien encadré que la NBA valide. Donc voilà, c'est des recrutements, tu dois forcément passer des tests. Donc du coup, on est un peu dans la même logique aussi, mais il n'y a pas David Stern qui a appelé mon nom au mois de juin. C'est dommage. Et d'ailleurs, Ouais, sur ce recrutement, si tu avais le mail de Tom Thibodeau là pour Nico, je pense qu'il aimerait bien lui envoyer un petit mail, si éventuellement il peut se faire recruter comme ça. Ça peut s'arranger. En fait. Donc donc t'arrives donc il te propose Ouais. et finalement comment ça s'est passé après? T'es parti direct, Ouais, tu je suis t'es dit, parti. tu as tracé. C'est ça, je suis parti fin mars en moment de la Saint-Patrick, donc c'est vers le 21 mars à peu près. Ouais. Et donc je suis parti une semaine à Chicago parce que eux ils étaient qualifiés pour les playoffs de la deuxième division, donc de la D-League fauteuil. Et du coup ils avaient 2 matchs amicaux avant de s'envoler pour les playoffs. Donc du coup je suis parti là cette semaine-là, une semaine avant leurs 2 matchs amicaux. Et voilà, là c'était plongé dans le grand bain. J'ai fait le premier entraînement collectif le mardi avec toute l'équipe. Ensuite, le reste de la semaine, ils m'ont fait faire des tests physiques, de shoot, de passe, d'endurance, aussi mental. Enfin, bref, j'ai été passé vraiment au crible. Et là aussi gros changement là avec niveau au niveau sportif, ouais. Ouais, aussi gros changement, d'autant plus que le coach des Wheelchair Bulls a été coach adjoint dans la sélection américaine, donc dans l'équipe américaine. Donc il connaît lui aussi le haut niveau, il connaît les entraînements à haut niveau, il a été entraîneur en université. Enfin, il a vraiment une grosse casquette. Ouais. Il a un bon CV handi basket. Donc du coup, il sait comment s'y prendre pour nous faire souffrir à l'entraînement. Donc il savait quoi faire pour voir quelles étaient mes qualités et mes défauts. Donc tout a été passé au crible là pendant cette semaine-là et la semaine s'est terminée avec les 2 matchs amicaux contre des clubs de la banlieue de Chicago. Voilà, et justement pour parler un peu vulgairement, quand ils t'ont un peu rentré dedans pendant ces entraînements, est-ce que tu t'es remis en question ou pas du tout? Tu t'es dit je fonce et Non, ouais, voilà. Après tu te dis j'avance. De toute façon, pour moi j'étais pas encore au Bulls, donc j'avais rien à perdre. Et alors, oui, j'ai pris des coups à l'entraînement, mais je pense que c'était plus pour me dire bienvenue chez nous, que plutôt pour me dire bah voilà à quoi t'attendre. Enfin, je veux dire c'était plus gentil que méchant, donc du coup ça m'a pas du tout dérangé. Et puis ils m'ont vraiment passé au crible. J'ai transpiré là pendant une semaine, mais c'était bénéfique. Et puis après tu prends ça avec le sourire, toi. Le coach te fait souffrir pendant 1h30, et puis après il rigole avec toi, donc. Ouais, d'accord. Donc je veux dire, au final, l'ambiance est là, et puis tu dis quand t'es dans un environnement serein, après tout se passe bien, donc t'es à l'aise, et puis après j'ai un bon petit niveau d'anglais, donc je comprenais ce qu'il me disait, donc je veux dire après ça va tout seul. T'es là une semaine, en plus tu te dis tu te prends pas la tête, te mets pas la pression, et puis tu verras bien après. Ok, Guillaume, t'avais une question, vas-y. Ouais, non, c'était pour savoir, puisque tu nous disais donc Chicago Bulls, donc c'est a priori la même organisation que les Valides. Est-ce que ça se passe toujours comme ça? Toutes les franchises ont une franchise fauteuil qui est représentée dans cette ligue, ou comment ça se passe? Alors il y a à peu près 80% des franchises qui ont une équipe fauteuil. Justement, on est dans cette optique où la NWBA veut se rapprocher de la NBA. Donc petit à petit, les franchises sont plus ou moins obligées à ouvrir une équipe basket fauteuil. D'ailleurs, on peut parler, tu nous en as parlé déjà hier, on peut parler de la plus importante quasiment tu nous parlais de Mark Cuban hier. Ouais, c'est ça. Hier, c'est pour le moment, c'est l'équipe, la meilleure équipe aux États-Unis, parce que en fait, voilà, les franchises, vu que pour le moment tout n'est pas très bien calibré,
les franchises font un peu ce qu'elles veulent avec leurs équipes fauteuil. Donc c'est en fonction de chaque franchise qui souhaite ou non mettre en avant son équipe fauteuil. Donc bon, les Bulls ils en font, mais ils pourraient en faire plus. Mais par exemple les Mavericks, Mark Cuban aime le basket fauteuil, et donc Mark Cuban donne un chèque à la section fauteuil tous les ans. Et donc du coup forcément la section fauteuil des Mavericks est très très forte, donc c'est la meilleure équipe du pays. C'est un peu pareil chez les Pacers d'Indianapolis où leur équipe est très très forte. Donc voilà, on a ces équipes là, voilà comme Dallas, comme Golden State, comme Milwaukee, comme Indiana qui sont très très forts. Et après on a les équipes comme nous qui sont dans le deuxième chapeau, on va dire. Bah justement, on reviendra dessus tout à l'heure sur le classement sur votre classement. Avant ça, on va juste revenir sur le fait que quand tu es parti là-bas, il a fallu réunir, je pense, une somme d'argent quand même pour. Ouais, c'est ça. Pour aller de l'autre côté. C'est vrai qu'ils ont été clairs dès le début. Ils ont dit on ne pourra pas te payer directement, mais on peut s'arranger financièrement en te payant une partie du loyer, etc. Donc c'est ce qui se passe. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, pour subvenir à mes besoins, je vis sur mes deniers personnels. Alors heureusement que j'ai mon entreprise en France qui marche bien, hein, faut le dire. Du coup, ouais. ça me permet de financer cette aventure américaine. Donc du coup heureusement que Futsal est là parce que sinon ça aurait été compliqué. Il y a eu des sponsors aussi un petit peu. T'as eu des sponsors Petit à petit ça arrive là depuis le mois de février. J'ai eu des sollicitations, donc il y a des dossiers qui sont en train de se monter, donc notamment avec une boisson énergisante et puis une marque de sport très connue. On peut citer, hein, si jamais tu as besoin, on peut citer. Voilà, c'est avec Adidas et puis la boisson de sport, je me souviens plus du nom parce qu'ils n'ont pas le droit de venir aux États-Unis en fait. Parce que c'est déjà le nom d'une autre marque, donc ils peuvent pas venir aux États-Unis. Il faut quand même préciser que donc tu as les sponsors, mais la Ligue Fauteuil n'a pas encore les mêmes salaires faramineux on n'a pas encore le même train de vie. Voilà, on n'a pas encore le même train de vie que les. Il faut quand même le préciser. Donc, mais il y a des progrès ou pas? Oui, voilà, il y a des progrès. Hein, ça avance petit à petit parce que voilà, vu que la NWBA veut vraiment être affiliée à la NBA, tous les ans il y a des avancées. Bah voilà. Il y a le All-Star Game qui est organisé en même temps que le All-Star Game valide. Les franchises sont obligées petit à petit d'ouvrir des sections fauteuil. Donc voilà, petit à petit, on avance dans le bon sens. Et c'est vrai que la partie la plus épineuse, c'est concernant les salaires. Donc je pense que ça va être le dernier point qu'ils vont aborder dans leur négociation, parce que la NBA est une entreprise, vu qu'ici ce sont des franchises. Donc forcément que le point salarial tient beaucoup d'importance. Et sera vu en dernier, je pense. Okay. Vous comptez pas faire un lockout quand même? On espère en tout cas que ce sera pas Billy Hunter qui va négocier les salaires. Les salaires, sûr. Donc on va avancer encore un petit peu chronologiquement. Donc après tout ça, voilà, se passe l'été. Je rentre en France, j'attends à peu près 15 jours, 3 semaines. 3 semaines après, j'ai le mail des Bulls, de Daniel Ferreira avec en copie le président, tout ça qui arrive et me souhaitant la bienvenue aux Bulls si je voulais venir. Et là, c'est un petit peu l'hallucination, non? Tu fais wow, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, effectivement. Et donc, et toi, t'as commencé. Du coup, t'as commencé la saison en même temps que la NBA en octobre-novembre. C'est ça. On a commencé le premier week-end de novembre, donc à peu près en même temps que la NBA. Après avoir fait, je crois, l'année passée quelques matchs amicaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, quand je suis venu au mois de mars, j'ai fait 2 matchs amicaux avec eux. Ça s'est très bien passé. Et donc, je suis venu le 18 septembre pour commencer la préparation physique avec eux. Ok. Et donc, début de saison normale, ça c'est l'intégration, tout ça s'est bien passé. Saison classique. Premier match où t'es perdu sur le terrain, forcément. Tu joues 8 minutes. Tu sais pas trop parce que eux se connaissaient déjà tous, ils avaient l'habitude de jouer ensemble, donc toi t'arrives, t'es le petit nouveau, tu fais un peu ton truc que toi tu connais, donc du coup tu fais un peu n'importe quoi, et au final les premiers matchs étaient un peu compliqués, mais. Alors justement finalement l'intégration au fur et à mesure ça se passe quand même plutôt bien quand même. Oui, ça s'est bien passé. Il est quand même devenu All-Star, donc l'intégration. Non, voilà, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est que donc après cette petite période d'adaptation, tu as quand même fait ton petit trou. Ouais, exactement. Je me suis accroché. Le coach a cru en moi et il m'a donné les moyens de progresser. Donc,
Donc ouais, donc même toi, tu t'es très bien senti dans cette équipe direct. Bien sûr. Ok, super. Et puis bah voilà, arrive ce moment du All-Star Game. Donc je C'est pense ça. que c'est à peu près beaucoup de gens t'ont découvert ici, Voilà, All-Star Game de Houston. c'est Alors ça. bon, comment ça s'est passé pour toi quand on t'a appris que c'est les coachs qui ont décidé ça? C'est ça, Quand- exactement. C'est le vote des coachs. Voilà, alors quand ils t'ont appris que t'allais être All-Star, voilà, je pense que Ouais, là, tu fais, non, c'est pas possible. Là, tu ouais. fais, là, on a atteint un point de rêve impossible. Alors Tu fais, c'est une blague. Enfin, ils se sont trompés de Tu gars. penses que c'est une caméra cachée, quoi, c'est ça? Ouais, voilà, je me dis, vas-y, Bapi, là, sors de la chambre et montre pas. Tu fais, non, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et si, bah, c'est bien vrai. et comment ça se passe justement alors le vote pour comment ils désignent le 5 Alors, majeur et les remplaçants? le 5 majeur est décidé par leurs stats sur le terrain. Donc, parce qu'à tous les matchs, on a forcément nos stats qui sont envoyés à la NWBA. Et c'est les 5 meilleurs de l'Est contre les 5 meilleurs de l'Ouest en termes de stats qui sont sur le 5 majeur. Après, les 7 remplaçants sont décidés par les coachs, comme pour le All-Star Game valide. Et D'accord. donc là, j'ai eu quelques votes pour moi, des coachs de l'Est, pardon. Et je sais que bon voilà, mes coéquipiers, et le coach des Bulls ont beaucoup milité en ma faveur. Donc Ouais, après, pendant que j'étais en France d'ailleurs, non, je crois. ouais voilà, pendant que j'étais Ouais. en France, parce que c'était juste avant que je revienne, c'était 2 jours avant. Je partais, je crois, le 10 janvier et j'ai appris ma sélection le 7 Donc janvier. si tu es quand même un All-Star, tu pourrais peut-être dire aux auditeurs quelle est ta place dans l'effectif. Si tu es un Ouais. grand joueur, si tu es un role player. C'est ça, bah, ma place augmente au fur et à mesure. Donc je suis entre sixième homme et titulaire Ouais. actuellement. Donc, Ce qui est quand donc même pas négligeable. c'est commence à être pas mal. Ouais, Bah, c'est très gratifiant, surtout quand tu commences. Voilà, tu commences avec 8 minutes le premier match, et là, je suis plus entre 20 et 30 minutes, donc voire plus. Donc c'est quand même super intéressant. Là, sur les 10 derniers matchs, j'en ai fait 6 je crois, ou 5 je sais plus, en tant que titulaire. Donc, donc c'est vrai que c'est une belle expérience. Justement, au All-Star Game, t'as dû croiser les meilleurs dans le métier, comme on dit. Tu peux nous Ouais, en c'est citer ça. quelques-uns Là, ou... ouais, j'ai vraiment croisé les meilleurs, peut-être les trois des meilleurs joueurs du monde. Bah, il y a déjà Patrick Anderson qui est super bon, qui est vraiment le meilleur du monde. Et après, il y a Ryan Bell et Steve Serio qui sont américains, qui sont très très forts aussi. Qui sont D'accord. vraiment C'est des magiciens. lesquels dans le métier c'est eux deux qui t'ont vraiment le plus impressionné, qui t'ont Ouais, les trois. les trois, ouais. Après Patrick Anderson, je l'avais déjà vu, il a posté des vidéos sur YouTube et tout, donc j'avais déjà vu son style de jeu. Donc oui, forcément, on l'a vu que c'est un peu notre Michael Jordan à nous. Il a tout gagné avec son équipe nationale et ses clubs. Donc là, je le connaissais. Par contre, avec Ryan Bell et puis Steve Serio, je les avais juste croisés au championnat du monde. J'avais déjà été très impressionné et là, ils ont progressé. Et c'est des magiciens avec leur fauteuil. Du coup, le basket fauteuil devient un art à part entière et c'est magnifique. Justement, tu parles c'est les meilleurs du monde. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir dans le basket fauteuil pour vraiment Ouais. réussir et être à ce point bon? Eux font énormément de choses avec leur fauteuil, donc en maniement de fauteuil, ils sont très très forts. Donc déjà ça, en termes physiques, en termes explosivité, c'est des grosses qualités à avoir au basket fauteuil. Et après, ils ont un mental d'acier. Tu vois que c'est des gars qui sont là pour gagner. Ils se prennent pas la tête. Ils sont là pour jouer. Ils pensent qu'à leur match. Ils pensent à rien d'autre et ils sont là pour gagner, quoi. C'est vraiment des bêtes mentales. Et Nico, je crois que tu avais une question là sur les postes justement, non? Ouais, peut-être faire un peu un parallèle avec la ligue valide et un peu signifier quels sont les postes un peu décisifs, un peu plus importants. On sait que pour les valides, c'est plutôt le poste de meneur, le poste de pivot qui Ouais. sont les plus recherchés. Est-ce qu'on retrouve un peu cette chose-là? Toi, Ouais. on te rappelle que tu es meneur. Oui, moi je suis meneur, exactement. Et c'est vrai que oui, au basket fauteuil américain, on retrouve un peu le même style de jeu où les ballons vont souvent sur les pivots et où le meneur prend beaucoup d'initiatives de shoot. Donc après, moi j'ai plus un style de jeu à la Ricky Rubio qui adore faire des passes à tout va et qui adore faire marquer ses coéquipiers. Donc un meneur ultra collectif. En revanche, l'autre meneur, donc qui s'appelle David Radbell, qui a été 5 fois All-Star, lui est plus un meneur explosif et qui rentre dans la raquette ou qui va shooter dès qu'il a un shoot ouvert. Ok, à la Derrick Rose un peu.
Ouais, voilà, à la Derrick Rose ou voilà, à la Ok. Russell Westbrook ou même à la Chris Paul, voilà, qui shoot dès qu'un 1 ou 2 centimètres se libère. Alors justement, on va parler un petit peu de ton équipe. Là actuellement, vous êtes bien placé, enfin vous êtes placé en course là, je crois. On est qualifié pour les playoffs. Voilà. On est 6e, on a la dernière place, qualifiable pour les playoffs. Ouais. Donc on a eu chaud. C'est dommage qu'on ait perdu les matchs importants en début de saison. Après, on s'est rattrapé en fin de saison. On aurait pu être au moins 12. Enfin, on est 16e, mais ils ont pas compté nos derniers bons matchs. Donc peut-être qu'on a dû remonter un petit peu. Mais on aurait pu être au moins peut-être 10 ou 11e si on avait gagné nos matchs importants en début de saison. Alors, Mais tu pourrais Ouais, tu pourrais nous vas-y. expliquer le calendrier Ouais. de la Ligue Fauteuil, puisque est-ce que vous avez 82 matchs? Est-ce que tous les matchs comptent pareil? Comment ça se passe? Voilà, alors c'est le même bazar que la NCAA. Donc c'est-à-dire qu'on a en championship, on est 20 équipes, aussi réparties en division Est, division Ouest. Et si tu veux, on a des équipes qui sont dans la même conférence que nous, qu'on ne rencontrera peut-être, enfin qu'on ne rencontrera pas, comme en universitaire. Donc c'est le même bazar et du coup en fait tes matchs, tu peux gagner contre le premier, mais du coup cette défaite là ne compte pas autant que si tu perdais contre un adversaire direct. Donc le coach a essayé de m'expliquer les règles du championnat. J'ai pas tout compris, donc du coup je lui ai dit bon bah écoute, je prends les matchs comme ils viennent. On a 40 matchs à faire. Chaque équipe doit faire un minimum de 40 matchs pour être qualifiable pour les playoffs. Et on se prend pas la tête, je comprends rien. Si tu me dis que c'est chaud pour les playoffs, bah c'est chaud pour les playoffs. Si tu me dis que c'est bon pour les playoffs, bah tant mieux. Ouais, Donc, c'était ouais. Ok, voilà, c'était aussi c'est- simple que ça. Genre, on se concentre sur les matchs et on verra plus tard comment ça se Ouais, passe. voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu le foutoir en termes de classement, en termes de calendrier. Tu vois, on a joué 5 fois contre les Pacers. Enfin, bref, j'ai pas joué contre Miami. Enfin, tu vois, c'est bizarre, quoi. Donc, Ok. mais bon, du coup, c'est Bon, comme ça. et du coup, alors là, votre équipe, par exemple, là en ce moment, vous êtes combien dans votre effectif? C'est quoi un roster de... Alors, on est 15. Officiellement, on est 15 dans l'équipe. Et souvent, en match, après, il y en a qui travaillent. Donc, c'est quand même un peu compliqué de partir comme ça sur 4 jours. Donc, pendant les matchs, on est entre 9 et 12. Parce que c'est 12 sur le terrain. D'accord. On est entre 9 et 12, à peu près. Ok. Et bon, pour finir rapidement sur l'équipe, quelle chance pour vous là pour les playoffs? Bah, étant donné, alors il faudrait que je regarde notre classement mis à jour. Il faudrait que la NWA mette un peu à jour son site, mais je crois que normalement on devrait taper au premier tour une équipe du top 4. D'accord. Donc, Et ça risque d'être- tu penses que ça va être Bah, après sur un match, c'est jouable, ouais. vu que c'est des matchs à élimination directe, on sait jamais. Il suffit que la réussite de leur côté soit pas là et que nous on ait la réussite ce jour-là. Donc bon bah voilà, sur un match on sait jamais, mais c'est vrai que le niveau est quand même l'écart est important entre nos deux équipes. Donc bon tu vois après contre les Pacers la semaine dernière on a perdu, j'allais dire que de 20 points, mais ils ont fait jouer leur cador pendant 40 minutes. À la mi-temps il y avait que 6 points, tu vois. Donc D'accord, ouais, donc c'est tout est faisable quoi. voilà, au final, tu peux, on sait jamais sur un match. Après, on sait que ça va être compliqué. De toute façon, l'objectif du club, c'était d'être qualifié dans le top 16. Donc, du coup, c'est quand même super gratifiant de dire que tu fais partie des 16 meilleures équipes du pays. Donc, après, tu verras en fonction donc du coup des playoffs et puis après, je pense que le premier match va être très compliqué, mais du coup, les équipes qu'on rencontrera en match de classement. Ça va être des équipes à notre portée. Donc c'est là où du coup on pourra gagner les matchs importants. Parce que tu vois, après bon, on peut peut-être perdre le premier tour, mais si on arrive à être dans les 8 premiers officiellement, tu vois, en classement Ouais. final, ça sera déjà super. Donc si on gère nos matchs de classement, voilà, je crois que l'objectif sera vraiment pleinement rempli. Du coup, est-ce que tu ressens une petite pression quand même à l'approche? Bah, tu te dis que c'est les playoffs, donc Ouais. Du coup, ça- parce qu'en plus, votre meneur remplaçant est toujours blessé ou pas? Bah, il est toujours- Votre meneur ouais, titulaire. meneur titulaire, il a toujours sa douleur une douleur à son épaule, ça va mieux. Mais là, c'est pour ça, heureusement, qu'il y a 3 semaines de break avant Ouais. les playoffs, donc ça va permettre de. Et puis il a dit, au pire, si vraiment j'ai encore mal, je vais faire des infiltrations Ouais. avant de partir pour le Kentucky, et puis au pire, comme ça, je serai mort pendant 3 mois. Donc ouais, Bon. tu te dis, c'est les playoffs.
de la première division. Donc, Bon, en tout cas, on vous souhaite franchement bonne chance merci, pour ces playoffs parce que ouais, ça va être intéressant à suivre toujours. On espère les suivre un petit peu sur le site, sur ta rubrique d'ailleurs, sur le site de ta chronique en direct de Chicago. C'est ça, absolument. Sur Basket Info. Donc ouais, on espère suivre ça on va suivre ça. Les gars, est-ce que vous avez d'autres questions? On peut peut-être revenir un peu sur le côté technique du basket fauteuil. Eh ben, on se laisse encore 2-3 minutes là-dessus, vas-y. Des différents mouvements qu'il y a qui sont peut-être un peu propres à l'handi basket. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements avec le haut du corps, puisque vu que tu fais qu'un avec le fauteuil, du coup tu fais beaucoup de mouvements avec ton bassin, donc avec ton buste. Et il faut vraiment travailler le gainage au basket fauteuil pour pouvoir faire ces choses-là. Et bien sûr, le haut du corps est mise à l'épreuve parce que tes épaules te servent à la fois à faire avancer ton fauteuil et à shooter. Donc il faut avoir une condition physique. Du coup, beaucoup de musculation, je pense que. Ouais, beaucoup de musculation du haut du corps. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître parfois un peu disproportionné. J'ai du mal à rentrer dans les chemises au-dessus et puis elles nagent, quand je les mets à la taille. Donc c'est vrai que le haut du corps est est un peu plus important que le bas du corps. Donc il faut avoir une condition physique. Ouais. Tu nous parlais de musculation, justement, peut-être finir là-dessus, Antoine. Est-ce que vous partagez les mêmes installations que l'équipe des Chicago Bulls valide, ou est-ce que vous avez votre salle à vous? Comment ça se passe? Alors non, on la partage pas, tout simplement parce que le Berto Center est très très loin de Chicago. Il est à 1 heure au nord de Chicago, donc ça fait même moi ça fait loin, et puis du coup pour mes coéquipiers qui habitent dans le sud de Chicago, c'est impossible. Donc moi je suis dans un immeuble où ils m'ont mis à disposition une salle de basket, une salle de muscu et une piscine aussi. Donc en termes d'installation, on peut trouver pire. Ah, c'est sûr. Et du coup, moi, j'essaie de faire tous les jours piscine le matin et shoot et muscu l'après-midi et le soir, en fonction de mon emploi du temps. Mais bon, voilà, j'essaie tous les jours les journées passent vite, donc c'est un peu la journée type. Pour moi, piscine le matin et shoot l'après-midi. Très bien. Bon, bah écoutez, messieurs, je crois que on va déjà pouvoir remercier énormément Benjamin pour merci à vous pour tout ce qu'il a fait depuis 2 jours. Et puis Benjamin, si t'es d'accord, tu vas rester avec nous pour le quiz. Oui, pas de souci. Ouais. Et puis parce qu'il y a des super cadeaux à gagner, tu vas voir, ça va être formidable. Du coup, les gars, merci pour les questions, merci à tous. On revient tout de suite après pour le quiz. Rose crosses over the fadeaway. Et voilà, c'est parti de retour. Donc on va finir cette émission sur le quiz, sur le super quiz qui vous attend. Aujourd'hui, à gagner, vous allez voir, c'est merveilleux. C'est un livre, Comment réussir ses lancers francs pour les nuls, signé de Dwight Howard. Les gars, si ça vous fait plaisir, préface de Shaquille O'Neal. Exactement. Sinon, le deuxième cadeau, c'est Comment gérer sa fin de carrière par Allen Iverson. Mais bon, ça c'est. Oui, aussi. Ça peut être Préface de Tracy McGrady. D'ailleurs, avant ça, j'ai entendu là le petit jingle. On va faire la question pour les auditeurs pour cette casquette qui a gagné. Alors la question, je vais vous la poser. Ça va être simple, ça va être en rapport avec Benjamin. Est-ce que vous pouvez, chers auditeurs, nous citer un des 3 meilleurs joueurs que nous a cité Benjamin tout à l'heure en wheelchair? Et si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez tout de suite sur le formulaire sur l'article, ou bien question@basketinfo@gmail.com. Voilà, vous vous dépêchez, on vous donnera les réponses dans la semaine. De toute façon, toujours une casquette à gagner aux couleurs de l'équipe de votre choix. Voilà. Donc on va pouvoir repartir tout de suite sur notre quiz à nous. Les gars, vous êtes prêts? Toujours prêt. Alors écoute, on va commencer sûrement avec l'invité, avec Benjamin. Ouais, pas de souci. Alors c'est parti. Tout de suite comme ça. Voilà, on va voir. Benjamin, est-ce que tu peux me dire quel coach a débarqué la semaine dernière sur Twitter? Événement. Oui, c'est le coach des Lakers, bordel, ça y est. Là. C'était l'événement. T'as plus le nom. Putain. Un ancien de Chicago en plus. Et oui, Mike D'Antoni. Et non, c'est perdu, c'était Phil Jackson. Ah merde, je crois que c'était D'Antoni qui avait. Non, ça fait gros bruit cette histoire, Phil Jackson. Avec une grosse campagne de pub de ah communication. Oui, c'était très 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 bien fait.
Ah, crotte. Et en plus, j'ai pensé à Phil Jackson quand même. Pour moi, c'était Mike D'Antoni, quoi. Et ouais, bon bah dommage, t'auras pas ce. Ouais, Bon, par contre, ça... En c'est un revanche, coach Mike D'Antoni ou pas? en revanche, par contre, on t'envoie toujours le poster de Nabila. Hein. D'accord. On te l'a promis. Hein. Ok, non, mais allô, pas le typique, Mike D'Antoni et Phil Jackson. Ah mais allô quoi. Non, mais sérieusement, ouais. On t'envoie le poster, le haut du poster de Nabila, t'inquiète. Bon alors, ça va se jouer entre vous deux, les gars. Allez, Nico. Qui a envoyé 2 airballs hier soir peu après son retour de blessure avec les Pistons? Ah, ça c'est au moins André Drummond, ça. Exactement. André Jordan. Belle réaction de Stas et King aux commentaires d'ailleurs. Ah oui, c'était formidable. Non, bravo. Bon, Nico toujours en course. Guillaume, quel joueur s'est fait remplir sa voiture de popcorn cette semaine? C'est Dion Waiters, le rookie des Cleveland Cavaliers. Exactement. Je sais pas pourquoi, mais je savais que t'allais me la sortir. Celle-là, j'ai l'impression que t'es fan de Dion Waiters, toi. J'aime bien, ouais. J'aime bien. Bon alors, Nico, qui a déclaré être le joueur le plus rapide en NBA la semaine dernière? C'est John Wall. Exactement. Attention. Attention. Non, mais les gars, on commence tranquille. Tiens, d'ailleurs, en parlant de John Wall, qui fait office de mentor pour John Wall, Guillaume? Sam Cassell. Et c'est perdu, c'est Gary Payton. Mais non, Sam Cassell, il est assistant à Washington. Mais non, c'est le mentor de John Wall, celui qui l'appelle pour avoir des conseils, c'est Gary Payton. Mais vas-y. Mais désolé, tu n'auras pas ce livre magnifique. Non, mais je crois que John Wall, il mange à tous les râteliers, il est voir tous les meneurs qu'il pouvait. Hein. Ouais, je crois que ma réponse, elle était bien. Bon, d'accord, éventuellement, si tu veux que je te passe ta réponse, je vais t'en poser une autre tout de suite. De quelle mascotte Dwight Howard a-t-il peur? Milwaukee. Bon, d'accord, ça marche. C'est pas une mascotte. Bon, Nico, si tu réponds. Ouais, Benjamin pourra répondre avec moi. D'ailleurs, je vais lui donner. On va le faire à 2 en fait. D'accord. Ok, très bien. Je suis un tricheur, c'est parce que je suis un tricheur. D'accord, très bien. D'accord. Benjamin, tu es avec Nico désormais. Attention, Keyon Dooling est revenu la semaine dernière, mais avec quelle équipe? Bon bonne chance Benjamin. Keyon Dooling, qu'on a vu chez les Celtics l'année dernière, est revenu cette semaine dans une nouvelle équipe. J'ai vu votre brève en plus, je suis sûr que je l'ai vu. Eh oui, elle est passée cette semaine sur Basket Info. Alors les gars, tic tac. Mais attention, c'est Guillaume qui va remporter le livre. J'ai envie de par faire toi. c'est une bêtise. Et non, c'était Memphis, les gars. Il est parti signer chez Memphis. Allez, fais des questions pour la route alors. Bon alors, une petite dernière, Guillaume, pour être sûr que tu as bien gagné. Quel coach a fait une proposition pour une nouvelle formule de playoff? C'est George Karl qui veut faire des playoffs Est-Ouest. Exactement. Ouais, voilà, c'est bon, t'as gagné ton livre. Donc tu veux lequel? Tu veux gérer sa fin de carrière par Iverson ou les lancers francs par Dwight Howard? Je vais prendre les lancers francs parce que j'ai toujours aimé le style d'écriture de Dwight Howard. C'est vrai qu'il est très poète. Mais avec ça, moi je te fais mieux, je t'envoie même le poster de Roy Hibbert. Ah, ça me fait plaisir, ça. Ça te va, ça? Dwight Howard, il a pas sorti un nouveau livre, comment gérer sa blessure à l'épaule en 10 leçons, non? C'est ça? Il a sorti tellement de livres cette année que... Bon, voilà, les gars, en tout cas, c'était une très très bonne émission. Merci vraiment, Benjamin. De rien. Merci à vous, les gars, d'avoir été là. Ben, merci, ouais. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on fera un petit focus sur les playoffs. Sur les tableaux qui nous attend pour les playoffs, et puis on reviendra avec le quiz, avec la question des auditeurs, et puis tout ça, voilà. Bon, en tout cas, favori, c'est qui? Tiens, favori, c'est qui? Tiens, Benjamin, donne-nous ton favori là pour le titre. Le cœur penche chez les Bulls, mais ça va être impossible. Ça va être très très dur. Ça va être un peu dur, effectivement. Ouais, ça va être un peu dur. Sinon, forcément, Miami, ils sont vraiment très forts cette saison. Sinon, il peut y avoir une bonne surprise, tu vois, comme Golden State, qui sont pas mal. Après, c'est peut-être pas une équipe taillée pour les playoffs. Moi, j'avais pensé à Charlotte en début de saison, mais... Dommage. Parce qu'il y a beaucoup qui ont pensé à Charlotte. Nico, toi, ton petit pronostic, là, pour... Ouais, mais je dirais San Antonio, mais sans vraiment y croire. C'est vraiment parce que j'ai pas envie que Miami ou Oklahoma City gagne, en fait. Bon, en tout cas, on verra ça. En tout cas, les gars... Gino sera blessé pour les playoffs, j'ai vu. D'ailleurs, Derrick Rose, est-ce que tu sais tu suis un petit peu, Benjamin, savoir si Derrick Rose va revenir il m'envoie des textos, il me dit je reviens demain. Il te l'a dit, c'est bon? Il fait la piscine avec alors toi. Alors voilà, on est à la piscine ensemble. Vous êtes les non, par contre, j'ai croisé Lady Gaga l'autre coup dans mon immeuble. Là, elle peut faire du basket fauteuil. Est-ce qu'elle sera là pour les playoffs? Est-ce qu'elle sera là pour les playoffs? Elle est en fauteuil en ce moment. Elle avait un beau fauteuil Louis Vuitton. Là. Ah oui, d'accord, ok. Derrick Rose, c'est la carpe. Ouais. La carpe, il parle plus à personne et la miss là qui me suit, Gaël Valeur, a réussi à avoir des mots de lui
me concernant et c'était peut-être la première fois qu'il parlait à un média depuis très longtemps parce que forcément tous les médias lui parlent de sa blessure, il n'a pas le droit de communiquer sur sa blessure. Tiens, d'ailleurs, en parlant de médias, on rappelle que Benjamin, aux alentours du 21 avril, tu seras en reportage, tu as un reportage qui t'est consacré sur 66 minutes, je crois. Ouais, exactement. Ça, donc ça sera aux alentours du 21 avril. Bon, on dit à tout le monde de regarder. Pas de souci. Ok. Bon les gars, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne semaine basket et puis bon courage pour les playoffs, Benjamin. Et puis tu reviens quand tu veux, y a pas de problème. Pas de souci. Merci. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.